Dominique Ramsey-Michel, elle est directrice des personnes âgées en situation de handicap. Et d'après les chiffres que je vois, bonjour madame, je me rends compte qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens, et de Guadeloupéennes surtout, qui sont en situation de handicap. Oui, tout à fait, monsieur Sandronis. Oui, puisque vous avez vu, c'est un peu moins de 60 000 personnes. Et ce qu'il faut aussi considérer, c'est que la perte d'autonomie, en tout cas la situation, est particulièrement importante chez les femmes, comme vous l'avez vu. Oui. Donc, c'est peut-être aussi lié parce que les personnes ont tendance à faire valoir leurs droits, un peu plus que... Je veux dire, on travaille justement sur l'accès aux droits, nous, collectivités territoriales, et on encourage les personnes à faire valoir leurs droits, donc faire des dossiers auprès de la MDPH pour avoir des plans de compensation. Il n'y a pas un peu de tabou de la part des personnes en situation de handicap qui ont peur quelquefois Alors, je pense qu'il y en avait beaucoup plus auparavant, mais aujourd'hui, je crois que certaines personnes en situation de handicap revendiquent haut et fort leur place dans la société guadeloupéenne. D'accord. Et nous travaillons tous à cela pour l'inclusion sociale, culturelle, sportive des personnes en situation de handicap. Il faut qu'elles soient connues, il faut qu'elles soient vues, il faut qu'elles soient aimées du public et il faut qu'elles soient valorisées et qu'elles fassent partie intégrante de la société guadeloupéenne. Et c'est en cela que la collectivité travaille pour justement les mettre, je veux dire, à l'honneur et faciliter leur insertion sociale. Parce que je vois que vous avez beaucoup d'actions qui ont été menées en 2024. Oui, beaucoup d'actions. Le président a, vous le savez, c'est son contrat de mandature. Il en a fait une politique prioritaire. Et oui, nous avons mené beaucoup d'actions, notamment le plan de rattrapage de la MDPH. Comme vous l'avez vu, nous avons doublé les décisions qui étaient prises par la MDPH, un renfort important en personnel, aussi bien à la MDPH que dans les services du département. Et vous savez que le département est l'organisme payeur des prestations, notamment de la PCH, qu'on appelle la PCH. Et l'autre organisme payeur, c'est la CAF. Alors, il y a depuis quelques années, on voit que de plus en plus, il y a ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'on maintient les personnes à domicile, mais de l'autre côté, les aidants aussi sont fatigués. Sont épuisés. C'est une réalité. C'est une réalité. Et ça touche aussi bien les seniors que les personnes en situation de handicap. C'est aussi pour ça que le département développe sa politique domiciliaire. Vous savez qu'on a revalorisé le taux horaire des personnes qui interviennent à domicile, puisque nous dépassons le plafond national de plus de 2 €. C'est une volonté de l'Assemblée départementale pour valoriser ces métiers, puisque de toute façon, la population âgée sera 30% en 2030. Les personnes en situation de handicap sont aussi en nombre important, puisque moins de 60 000. Donc, il faut vraiment travailler sur, je veux dire, améliorer ces interventions à domicile, puisqu'on ne peut pas accueillir hors du domicile toutes les personnes vulnérables. Il faut vraiment travailler à l'accompagnement au domicile et aux aidants. Alors, d'une manière générale, je pose la question, quand quelqu'un est en situation de handicap ou se rend compte de cela, comment ça se passe? C'est après une visite, il y a un dossier à remplir, comment ça se passe? Alors, il y a un dossier à remplir qui est en ligne, qui est sur le site de la MDPH, qui est un dossier national, donc on peut le télécharger facilement avec un certificat médical. Malheureusement, c'est un dossier assez important, un peu compliqué. Mais millefeuille, comme on dit. Voilà, oui, mais ça, malheureusement, c'est un dossier qui s'applique sur le plan national. Mais vous savez que les travailleurs sociaux du département sont là aussi pour accompagner sur tous les territoires d'action sociale, la MDPH, les CCAS. Donc nous avons quand même des professionnels médico-sociaux qui peuvent accompagner les usagers pour remplir ces dossiers. Ce dossier est déposé à la MDPH qui ensuite fait l'instruction, fait l'évaluation de la perte et du taux de handicap. Ensuite, ces dossiers sont soumis, et le président Périllan pourra vous l'expliquer mieux que moi, puisqu'il est président de la commission exécutive de la MDPH. Et donc, ces dossiers sont soumis à la commission, ce qu'on appelle la commission départementale, la CDAPH, qui prend les décisions. Et une fois ces décisions prises, elles nous sont transmises et c'est le département, pour ce qui le concerne, lorsqu'il s'agit de la PCH, qui va verser la prestation. D'accord. Et donc, d'une manière générale, d'après ce que je vois, vous avez dit tout à l'heure que même le niveau des prestations a augmenté. Oui, puisque nous avons valorisé le taux horaire de l'aide humaine de plus de 2 €. Donc, c'est pas négligeable. Ah ben non, c'est pas négligeable du tout. Nous l'avons porté à 26,80 au lieu du plafond à 24,50. Parce que nous considérons que ce sont des métiers qui doivent être valorisés dans le département, compte tenu de l'enjeu stratégique de la politique départementale du maintien à domicile. Vous savez, on parle en France du maintien à domicile, du virage domiciliaire. Mais en Guadeloupe, on a très tôt compris qu'il faut maintenir nos personnes vulnérables à domicile et les accompagner du mieux possible en soutenant les aidants. D'accord. Et il va y avoir
une maison du handicap et de l'autonomie, c'est ce qui est prévu? Tout à fait. Alors là, c'est le projet du président oui. avec les élus. Et le président Périen, je préférais qu'il en parle lui-même parce que vraiment, c'est un projet qui tient à cœur au président du conseil départemental et de l'ensemble des élus qui travaillent au sein de ces commissions. C'est vraiment renforcer sur le territoire l'aide à l'information. Alors, donc, nous avons, le département a confié une mission à la CEMAG et nous sommes en phase, le président a souhaité une large concertation sur ce projet, donc beaucoup d'associations représentatives des usagers ont été reçues, ensuite les professionnels, donc nous avons procédé par étapes et ce projet, je l'espère, verra le jour en 2027, en tout cas c'est déjà... un projet, des crédits ont été engagés par l'Assemblée, c'est vraiment le projet phare de la mandature du président Lozbar et du président Coulérian. La MDPH qui existe aujourd'hui... non, la MDPH, c'est un organisme qui est réglementaire. Voilà, la maison du handicap et de l'autonomie, ça sera un guichet unique qui permettra aux usagers de trouver sur place beaucoup de choses et de services et qui va fédérer tous les services institutionnels et associatifs. D'accord. Donc, c'est une structure différente même ça sera un lieu, un espace unique qui sera dédié à ça avec un relais territorial sur les territoires parce que vraiment, ce qu'on souhaite, c'est aussi des relais territoriaux auprès des CCAS, auprès des communautés d'agglo. Et dans les actions qui ont été menées en 2024, qu'est-ce qui va être repris en 2025? On continue. On continue. Alors, là, en 2025, je vous ai parlé du projet de la maison départementale. Ensuite, vous avez la concertation qu'on est en train de lancer sur le schéma départemental qui va engager la collectivité pour les 5 prochaines années. Vous savez que c'est un document de programmation stratégique, réglementaire, obligatoire, qui nécessite une concertation sur le terrain de l'ensemble des partenaires. Donc, nous avons, le président a confié cette mission à un partenaire extérieur. Donc, nous avons commencé à travailler en comité de pilotage. Et en février, nous aurons tous les groupes de travail pour déjà évaluer l'ancienne action, l'ancien schéma et tracer les axes prioritaires du prochain document de programmation sur les 5 prochaines années. Donc j'ai presque envie de dire que tout va bien pour les gens, les personnes en situation de handicap. Alors tout va bien, non, on n'aura pas forcément réglé tous les besoins, mais je pense que c'est le travail de concertation, travailler en étroite collaboration avec les usagers, avec les associations représentatives, avec les institutions. Je crois que c'est notre travail quotidien et c'est la mission de la collectivité et c'est vraiment cette mission qu'elle entend mener. Il y a un travail administratif que vous faites, mais au niveau du traitement, comment ça se fait? Par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, qui a un handicap moteur ou bien mental, comment ça se fait? C'est pas le conseil départemental qui gère cet aspect-là? Alors, le droit, donc l'accès au droit, c'est la MDPH qui va étudier le dossier, qui va déterminer le taux d'incapacité de la personne. Et cette personne, où elle va bénéficier d'une prestation qui est versée par le département, c'est la PCH. Il y a une prestation quand même qui est versée. Voilà, une prestation qui recouvre plusieurs volets, l'aide humaine, l'aide à l'adaptation du logement, l'aide aussi pour les personnes malvoyantes lorsqu'ils ont besoin d'être accompagnés par un chien. Voilà, il y a beaucoup, l'adaptation du véhicule aussi. Donc, ce sont des aides techniques. Ah, les véhicules aussi? Aussi. Donc, nous avons la PCH qui est une prestation à multiples volets. Et puis, vous avez la prestation qui est aussi versée par la CAF. Oui. Ah, d'accord, pour la personne, pour l'aider matériellement, c'est ça? Voilà. Donc, nous sommes les 2 organismes qui versent des prestations, une qui relève de la CAF et l'autre du département. Oui. Et l'émission, je vois qu'il y a de l'accueil, l'instruction, l'appui aux solutions, le repérage aussi. Voilà, c'est vraiment la mission. Alors, il faut savoir que vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui la création, enfin, le service public départemental de l'autonomie. C'est la loi qui le prévoit à partir du 1er janvier. Donc maintenant, nous commençons à mettre en place ce nouveau service public départemental de l'autonomie, qui n'est pas un service en tant que tel, mais qui oblige tous les partenaires à travailler ensemble, en synergie. Donc c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous commençons à faire, c'est renforcer les partenariats avec tous nos partenaires. Ça va se traduire aussi par des axes prioritaires dans le cadre du schéma, bien entendu, et ça sera le travail préliminaire de la future maison du handicap et de l'autonomie telle qu'elle a été voulue par le président. Donc, ce qu'on appelait autrefois l'APA, ça n'existe plus? L'APA, c'est pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Non. Donc, une personne ça ne rentre pas dans le même dispositif, non? Non, parce qu'une personne âgée, une personne handicapée vieillissante peut bénéficier de l'APA, mais elle a un choix à faire. Elle a un choix entre la PCH ou l'APA. Elle ne peut pas cumuler les 2 prestations.
Lorsqu'elle est bénéficiaire de la PCH, elle a parfois intérêt à conserver sa PCH. Parce que la PCH couvre un volet plus important entre l'aménagement du logement, l'aménagement du véhicule. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais nous sommes là pour expliquer. Oui, j'essaie de voir un peu comment ça... Et ce service public départemental de l'autonomie va s'imposer. C'est le département qui est pilote sur tous les territoires. Il y a eu 18 départements qui se sont portés préfigurateurs pour accompagner la loi. Nous étions plus focalisés sur le plan de rattrapage de la MDPH parce que le président vraiment voulait que nous puissions améliorer le traitement des dossiers. D'ailleurs, on est passé de 500 dossiers par mois à 1000 dossiers approximativement. Donc, c'est pratiquement du double, du simple au double. Voilà. Et donc là, vraiment, on travaillera sur cette synergie avec tous les partenaires. C'est le rôle du département. Je vous pose quand même la question, vous allez me répondre. Il me semble qu'au moment, il y avait quelques petits soucis au niveau de la MDPH, le fonctionnement. Oui, c'est bien pour ça que le président a consacré des moyens très importants, et ça fait 2 ans, ainsi que le président Périllon. Ils travaillent en étroite collaboration tous les deux, et des moyens ont été mis en place, des renforcements de l'effectif. Une convention a été passée avec la CNSA, justement, la Caisse nationale pour l'autonomie, pour renforcer les méthodes de travail, pour une guidance. Et je veux dire, il y a une forte implication aujourd'hui du personnel pour améliorer ces traitements de dossiers. Juste peut-être une avant-dernière question. Qu'est-ce qu'on appelle l'habitat inclusif? Alors, l'habitat inclusif, c'est un habitat, c'est la loi d'adaptation de la société au vieillissement. C'est un habitat collectif qui va permettre de faire cohabiter des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans des logements où ils auront leur espace privé et il y aura une animation sociale de cette structure et qui sera financée par une aide à la vie partagée que le département va financer. C'est pas encore quelque chose qui existe, non? Pour l'instant, certains ont déjà créé des habitats inclusifs, dits inclusifs, mais qui n'ont pas vraiment ce label habitat inclusif tel qu'il est reconnu par la collectivité, puisque la collectivité doit faire son appel à projet pour justement participer aussi au financement de l'investissement. Puisqu'on peut être accompagné pour l'investissement de ce projet. Et vous pensez aussi faciliter l'hébergement hors du domicile? Oui. Alors, vous savez que le département a mis en place très tôt ce qu'on appelle l'accueil familial. En Guadeloupe, c'est un dispositif qui fonctionne très bien, qui est peu valorisé dans l'Hexagone. En tout cas, nous, le département a souhaité évaluer ce dispositif. Nous avons passé une convention avec le CHU pour apprécier la qualité de la prise en charge qui s'avère très concluante. D'ailleurs, le professeur Tabué qui a participé à cette étude, qui nous l'avait proposé, vulgarise ce dispositif et communique d'ailleurs dans les salons nationaux pour que justement les départements s'engagent dans cela. Donc ce qui est proposé par le président du département, c'est de valoriser ce dispositif en renforçant la structure du service administratif et par des équipes pluridisciplinaires plus étoffées. Alors, il y a quand même une question qu'on n'a pas abordée, mais je ne sais pas si ça rentre dans votre dispositif, c'est que j'ai eu quelquefois l'occasion de recevoir des personnes en situation de handicap, et au niveau de l'emploi, quelquefois, il y a quelques difficultés. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous y travaillons avec la DETS notamment. Vous avez un responsable de la direction de l'État, puisque c'est une compétence de l'État et de la région. Le schéma régional des formations sociales, c'est la région. Mais nous sommes partie prenante. Le département recrute aussi des personnes en situation de handicap, parce que c'est quand même important qu'on puisse les valoriser. Et vraiment, si les chefs d'entreprise peuvent nous entendre, je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le recrutement de ces personnes en situation de handicap qui parfois, d'ailleurs on le dit, les personnes autistes ont particulièrement, ou les personnes atteintes de trisomie sont particulièrement minutieuses, donc peuvent apporter un concours. Donc oui, il faut que la Guadeloupe s'empare de cela, parce qu'on doit être fiers de nos personnes en situation de handicap. Moi, je ne vais pas vous en citer quelques-uns, mais vous les connaissez, on les voit sur les réseaux sociaux, ils font des choses remarquables. Remarquables. Vous avez des personnes en situation qui sont malvoyants, qui ont la prétention de vivre comme tout le monde. Et vraiment, ça mérite d'être connu. Et on compte sur les médias pour les faire connaître de plus en plus. Parce qu'avant, on les cachait, les personnes en situation de handicap. Vous en connaissiez, moi aussi. On les cachait, ils ne sortaient pas. Non, maintenant, il faut qu'on les voie. On les voit et qu'on en soit fiers, d'ailleurs. Parce que c'est une évolution de la société guadeloupéenne. Une question posée.
En fait, c'était par rapport aux maisons inclusives. Du coup, c'est les familles d'accueil, ils peuvent... Alors, c'est deux choses. C'est deux choses L'habitat différentes. inclusif, c'est un dispositif qui est réglementaire, qui va être étendu sur tout le territoire français, où il y a un financement à l'aide à l'investissement qui peut être porté par des bailleurs sociaux, par des privés. Donc, c'est vraiment... Vous avez un cahier des charges, donc il faut répondre à ce cahier des charges. Vraiment qui va se mettre en place, voilà, spécifique, en fait. Qui devrait pouvoir se mettre en place sur tout le territoire. Donc, ça ne concerne pas les familles d'accueil qui sont déjà installées. Et la famille d'accueil, c'est autre chose. Ce sont des familles, ce sont des personnes qui sont agréées par le département pour recevoir dans leur domicile 1 ou 3 personnes qui soient âgées ou en situation de handicap. Donc là, c'est un agrément à une personne qui reçoit à son domicile ou une personne âgée ou une personne en situation de handicap. Mais les maisons inclusives, du coup, est-ce que c'est des gens qui habitent sur place ou bien ils viennent... Ce sont des structures où vous aurez dans une structure, prenons le cas, peut-être 20 logements avec 20 résidents et un projet d'animation sociale. D'accord. Voilà. Alors, le cahier des charges de l'habitat inclusif exige que ces habitats soient installés le plus proche possible des services. C'est-à-dire, le but, c'est toujours de permettre à une personne vulnérable, qu'elle soit âgée ou en situation de handicap, de mener une vie autonome, de pouvoir aller acheter son pain, aller à la pharmacie. Donc, il faut que ce projet soit proche de services. D'accord. Et ça va être mis en place à partir de... Le département devrait lancer son appel à projet en 2025. Et du coup, qui peut souscrire à ce type? Ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des privés, ça peut être... Nous sommes d'ores et déjà sollicités par certains bailleurs privés qui veulent se requalifier, donc voilà. D'accord. Mais je vous dis, ça ne pourra pas être dans un endroit isolé. Il faut impérativement qu'on réponde au cahier des charges dans les centres-villes notamment, par exemple. D'accord. Okay. Et ça tombe très bien puisque ça redonne vie au centre-ville dans le département. D'accord. Bien. Ben, écoutez, il est 12h57. On va prendre la première pause. Si M. Perrien arrive, on va le recevoir sur le deuxième plateau et on va lui demander quelques précisions. Là, pour l'instant, on va prendre notre première pause et on se retrouve tout à l'heure. Avec Mme Ramsey tout à l'heure, elle a expliqué un petit peu tout le dispositif qui est mis en place pour les personnes en situation de handicap. Elle a beaucoup insisté sur le rôle que le président du conseil général, conseil départemental, veut jouer pour les personnes en situation de handicap. Et elle disait souvent, M. Perrien a des choses à dire. Oui, mais c'est-à-dire qu'arrivant en responsabilité en 2021, le président Jean Lesbar a très clairement affiché sa position en faveur d'une politique très forte pour les personnes en situation de handicap. Et les premières mesures, vous savez que la MDPH a fait couler beaucoup d'encre sur le nombre de dossiers qui étaient en retard de traitement, les personnes qui attendaient des fois plusieurs mois leur allocation, leurs aides, notamment la PCH. Et bien très rapidement, le président a décidé de mettre en place des moyens avec la CNSA. C'est un recrutement massif que nous avons mis en place pour essayer effectivement d'épurer le maximum de dossiers. Je rappelle que quand nous sommes arrivés, il y avait 8000 dossiers en attente, en souffrance, en attente de traitement, et autant de personnes qui souffrent. Donc c'est vrai qu'il y a eu une volonté très forte du président de mettre les moyens au niveau de la MDPH. Donc nous avons, nous sommes passés, je crois, de 40 à 15, de 40 agents à 55 agents. Nous avons mis des bureaux supplémentaires. Et donc, c'est autant de conditions de travail améliorées. Et nous avons, vous savez qu'à la MDPH, nous avions des agents mis à disposition par le conseil départemental et nous avions des agents de droit privé qui, depuis 2006, considèrent que ces agents de contrat privé considéraient qu'ils étaient lésés par rapport aux agents fonctionnaires. Eh bien, nous avons mené un grand travail de concertation avec des cabines d'études et aujourd'hui, nous avons permis justement aux agents privés d'avoir un contrat de droit public. Donc, ce sont des efforts pour améliorer les conditions de travail des agents et surtout pour essayer de donner un meilleur service, en tout cas un service de qualité à nos usagers, même si, il faut le reconnaître, qu'il y a encore des efforts à faire. Mais je crois que nous avons vraiment pris le bon bout. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est vraiment une vraie volonté du président Losbar. Alors, Madame Ramsey, je vous l'ai dit, je parlais tout à l'heure du projet de construction de la maison du handicap.
Bon, on n'a pas donné plus d'informations volontairement puisqu'on savait que vous alliez venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce projet? Alors, c'est un projet qui a été, bien évidemment, c'est une volonté du président, mais c'est un projet, il faut signaler, qui a été quand même mené en concertation avec les usagers et les associations représentant les personnes en situation de handicap. Donc, ça va être un guichet unique. L'idée, c'est que la personne en situation de handicap, quand elle va rentrer dans cette maison, qu'elle puisse trouver toutes les informations dont elle a besoin. En plus, donc, bien évidemment, il y aura les agents de la MDPH, nous aurons certainement les agents du conseil départemental qui traitent la CTP et la PCH, mais nous avons surtout, et ça c'est important de dire, que nous allons mettre des locaux à destination des associations. Il faut qu'effectivement les associations puissent trouver des lieux, des locaux qui seront adaptés en fonction du handicap. Quelqu'un qui est malvoyant doit pouvoir avoir un local à sa disposition. Quelqu'un qui est un handicap, autant en fonction du handicap, nous mettons à disposition un local. Donc j'ai envie de dire c'est un projet innovant, c'est un projet qui nous tient à cœur et que nous allons réaliser, porté par la CEMAG. Et donc le lieu a déjà été trouvé, c'est un bâtiment qui sera implanté aux Abîmes parce qu'il fallait trouver un lieu qui soit accessible, accessible bien évidemment pour nos usagers, puisque c'est important, accessible parce qu'il faut qu'il y ait des transports qui puissent effectivement passer à proximité. Donc oui, c'est un beau projet qui nous tient à cœur, que nous y travaillons, puisque vraiment ce que nous voulons, c'est que nous puissions, je le répète, que nos personnes en situation de handicap puissent avoir les moyens pour leur insertion. Et donc cette maison va concourir à un bien-être de nos compatriotes. C'est ce qu'on appelle un guichet unique. On va dire un guichet unique, mais comme je vous ai dit, c'est pas seulement, il ne va pas avoir que un service administratif, mais il y aura des associations qui pourront se réunir, qui pourront faire venir leurs adhérents, et puis j'ai envie de dire qu'elles seront à proximité de l'administration. Donc c'est tout ça pour faciliter un peu la prise en charge de nos personnes en situation de handicap. Bon, je reviens rapidement vers Mme Ramsey. C'est-à-dire qu'entre le politique et l'administratif, ça fusionne bien. Bah, écoutez, oui, c'est le rôle d'un fonctionnaire territorial, c'est d'être au service des élus, de les accompagner. Et oui, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec mes deux présidents de commission, avec tous les élus d'ailleurs. Et le président pourra vous le dire, les travaux sont menés. L'administratif est une aide à la décision. Et ensuite, nous avons des travaux en commission qui sont pilotés par nos deux présidents de commission. Et je crois que c'est tout l'attrait de la fonction publique territoriale. D'après ce que j'ai pu comprendre, le service public départemental de l'autonomie est déjà en place ou va être mis en place? Ça préfigure cette fameuse maison que nous souhaitons, ça préfigure la mise en place du service public départemental, oui, qui va être généralisé, normalement, qui va être généralisé cette année à tous les départements. Alors, je vous disais, M. Sandoni, ça n'est pas un service physiquement, c'est vraiment obliger toutes les institutions à travailler ensemble dans le mieux-être et pour assurer un parcours continu de la personne en situation de handicap ou le senior. Oui, puisque le rectorat, l'ADA, l'ARS, la CGSS, la CAF. Alors, des dispositifs existent déjà dans le champ de l'autonomie pour les seniors, mais là, c'est vraiment innovant, ça nous permettra, ça nous contraindra en tout cas de travailler ensemble dans l'intérêt de ce public, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Donc en fait, si je comprends bien, depuis le début de sa mandature, M. Lesoir a voulu réorganiser un petit peu ses services, tout le service au niveau des personnes en situation de handicap. C'est ça le résultat. Dans la démarche, il y a un résultat. Ce n'est pas seulement une réorganisation, mais c'est véritablement des moyens supplémentaires mis à disposition de ces personnes en situation de handicap. Et je vous ai dit le travail colossal qui est fait au niveau de la MDPH, la construction de cette future maison du handicap et de l'autonomie. Je pense que Mme Ramsey, la directrice, vous a parlé du Gérontopole, de l'outil ICOP. Donc vraiment une prise en compte de la problématique de nos personnes âgées, de nos personnes en situation de handicap, mais aussi de nos personnes en situation de handicap vieillissantes.
vieillissantes, parce qu'il faut aussi tenir compte de ça. Et donc nous sommes partis avec Mme Ramsey et nous avons été voir ce qui se fait notamment dans l'Hexagone. Nous avons visité et je peux vous dire que le dispositif ICOP, c'est un dispositif qui nous tient à cœur puisqu'il permet de prévenir justement la perte d'autonomie. Donc il y a cette volonté, bien sûr, du président de venir en aide, et vous le savez mieux que moi, que nous avons une population vieillissante, que d'ici 4 ans, nous serons le 10e département le plus vieux de France. Donc nous devons très rapidement essayer j'ai envie de dire, de rattraper peut-être le retard, mais il y a vraiment l'accent est mis sur la prise en charge de nos compatriotes, de nos aînés et de nos personnes en situation de handicap. Je me rends compte qu'il y a du travail. Et passionnant. Pour l'administratif. Passionnant dans l'intérêt des usagers. C'est un travail passionnant, c'est vrai. Oui. Vous savez, c'est ce qui caractérise la fonction publique territoriale. Moi, j'y suis particulièrement attachée parce que quand vous êtes fonctionnaire de l'État, vous appliquez des décisions. Mais quand vous êtes fonctionnaire d'une fonction publique territoriale, vous accompagnez le pouvoir local au mieux-être des Guadeloupéens. Bien. Peut-être un dernier mot, peut-être, monsieur. Juste dire que la volonté, c'est aussi valoriser nos personnes en situation de handicap. Vous savez que le relais interentreprise, c'était sur le thème du handicap. Nous étions bien évidemment partenaires, le partenaire très fort. Et les actions que nous menons, c'est aussi des actions. Nous accompagnons les associations qui mettent en valeur, qui mettent en avant les personnes en situation de handicap. Donc, véritablement, une politique de prise en charge de nos personnes en situation de handicap. Et nous multiplions les actions. Et si vous regardez un peu le chiffre au niveau de la MDPH, c'est une montée exponentielle du nombre de dossiers déposés, tout simplement parce que la communication est aujourd'hui plus importante. Les gens sachant, ils déposent plus de dossiers et c'est tant mieux. Bien. Écoutez, je vous remercie de